Le canon rotatif GAU-8 Avenger s'est mis en marche avec un bruit ressemblant à une tronçonneuse venue de l'enfer. Le capitaine Willow Evans sentit le Addy Thunderbolt trembler alors que les obus de 30 mm commençaient à pleuvoir à une cadence de 70 coups par seconde, chacun capable de percer le blindage d'un char comme du papier de soie. En dessous d'elle, la colonne ennemie s'étendait sur 3 miles. 35 chars T-72, 40 véhicules blindés de transport de troupes et Dieu sait combien de véhicules de soutien, tous se déplaçant en formation serrée à travers la vallée qu'ils croyaient sûre. Ils avaient tort. Le premier char explosa avant même que le bruit de son canon n'atteigne le sol, l'obus à l'uranium appauvri trouvant le stockage de munitions et transformant 50 tonnes d'acier en une boule de feu qui éclaira l'obscurité d'avant l'aube. Puis le deuxième char, puis le troisième. La colonne commençait à paniquer. Les véhicules faisaient des embardées, essayant de se disperser, mais il n'y avait nulle part où aller dans la vallée étroite, et Evans alignait déjà son prochain passage. Ce n'allait pas être une bataille, ce allait être un massacre. Et tout avait commencé 20 minutes plus tôt, lorsque le commandement lui avait dit que frapper cette colonne était impossible. Le briefing avait été bref et sombre. Colonne blindée se déplaçant dans la vallée de Cachar. 35 chars de combat principaux minimum. La fenêtre se ferme dans 40 minutes lorsqu'ils atteindront la couverture de la défense aérienne. Chaque groupe de frappe que nous avons envoyé a été repoussé. La météo est trop mauvaise. La vallée est trop étroite. Des sites SAM sur les crêtes. Le colonel Master avait regardé les pilotes réunis dans la salle de préparation avec des yeux fatigués. Nous avons besoin de quelqu'un d'assez fou pour essayer. Le capitaine Willow Evans, 29 ans, 5 ans sur la 10, 47 sorties de combat, s'était levé. Je m'en charge? Capitaine, comprenez-vous ce que je dis? 3 avions déjà abandonnés. L'approche se fait par la vallée en suivi de terrain sous la couche nuageuse. Trop bas pour que les SAM puissent suivre efficacement. Je devrais y aller seul. Le vol en formation ne fonctionnera pas dans ces conditions. Donnez-moi les coordonnées. Master l'avait étudié. Aucun pilote ne pourrait frapper cette colonne dans ces conditions. Evans avait souri. Ce n'était pas un sourire aimable. Le commandement a dit qu'aucun pilote ne le pouvait. Ils n'ont pas dit que je ne le pouvais pas. 15 minutes plus tard, elle était sanglée dans son A-10. Les moteurs montaient en régime, les pylônes d'armes chargés de missiles Maverick et de suffisamment de munitions de 30 mm pour détruire une petite ville. Le Warthog n'était pas joli, n'était pas rapide, n'était pas sophistiqué, mais il était solide comme l'enfer et construit autour du canon le plus dévastateur jamais monté sur un avion. Parfait pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le vol vers la vallée prit 12 minutes à basse altitude, hurlant au-dessus du terrain dans l'obscurité avec rien d'autre que les instruments et la faible lueur de l'aube naissante pour naviguer. La météo se détériorait, le plafond nuageux baissait, la visibilité atteignait exactement les conditions qui avaient fait rebrousser chemin aux autres pilotes. Evans vola plus bas. La vallée apparut devant elle, une entaille sombre coupant à travers des montagnes qui s'élevaient comme des murs de chaque côté. Étroite, peut-être un demi-mille de large à l'embouchure, se rétrécissant à un quart de mille plus loin. Voler à travers serait comme enfiler une aiguille pendant que quelqu'un vous tire dessus et que l'aiguille bouge. Elle enfila l'aiguille. Le AA-10 plongea dans la vallée à 300 pieds. Le terrain défilait de chaque côté à travers la brume. Elle pouvait les voir. La colonne s'étendait comme un serpent de métal. Des véhicules se déplaçant dans ce qu'ils croyaient être la sécurité. Evans arma ses armes. La nacelle de ciblage peignit le premier char. Distance 4000 mètres. Cible verrouillée. Elle tira le premier missile Maverick à 3 miles de distance. Elle le regarda filer sur une colonne de flammes. Elle le suivit jusqu'à l'impact. L'explosion fleurit en orange contre l'aube grise. Cible indétruite. Mais elle ne s'arrêtait pas pour admirer son travail. Le A-10 rugit au-dessus de l'épave en feu à 300 nœuds. Ses mains sélectionnaient déjà la cible suivante. Maverick 2 parties. Une autre explosion. Un autre char converti en ferraille. La colonne réagissait maintenant. Elle pouvait voir les véhicules essayer de se disperser. Les commandants réalisaient qu'ils étaient attaqués, mais ne comprenaient pas d'où. La météo et le terrain rendaient l'acquisition visuelle presque impossible. Ils étaient tués par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Evans aggrava ce problème. Elle tira fort sur le manche, grimpant au-dessus des parois de la vallée, utilisant le terrain pour masquer son approche pour le canon. Le GAU-8 était chargé d'un mélange de munitions perforantes incendiaires et explosives incendiaires. Chacune pesait presque 2 livres. Elle s'apprêtait à livrer plusieurs tonnes de haine en 30 secondes.
Le AA-10 passa sur le dos au sommet de sa montée. Evans regardait le sol à travers la verrière, choisissant son angle. La vallée s'étendait sous elle, la colonne maintenant dans le chaos, les véhicules dispersés, mais encore assez regroupés pour ce qu'elle avait en tête. Elle se remit à l'endroit et plongea. Le piquet était raide, 45 degrés, le A-10 accélérant à 400 nœuds, la cellule tremblant alors qu'elle la poussait à des vitesses pour lesquelles elle n'était pas conçue. Le viseur tête haute parcourait le fond de la vallée, se dirigeant vers la concentration de blindés la plus dense. 2000 pieds, 1500, 1000. Evans pressa la détente. Le GAU-8 entra en éruption avec son rugissement tonitruant distinctif. Le son à l'intérieur du cockpit était incroyable, même à travers son casque. Un cri mécanique continu qui secouait tout l'avion. Le AA-10 ralentit visiblement sous l'effet du recul. 3 tonnes de poussée des moteurs. 1 tonne de poussée opposée du canon. Une simple physique appliquée à la violence. En bas, l'effet fut catastrophique. Les obus de 30 mm traversèrent la colonne comme le doigt d'un dieu en colère. Chaque impact créant des étincelles et du feu. Le blindage qui pouvait arrêter les armes conventionnelles était transpercé par des pénétrateurs à l'uranium appauvris voyageant à 3000 pieds par seconde. Les chars explosaient. Les APC prenaient feu. Les véhicules de soutien se désintégraient. Evans maintint la détente pendant 4 secondes. 280 obus. Près de 500 livres de munitions livrées dans un espace de la taille d'un terrain de football. Elle sortit du piquet à 500 pieds. Les ailes du A-10 gémissaient sous 8 jets de charge. Sa vision se grisait sur les bords malgré la combinaison anti-jet qui lui serrait les jambes. Derrière elle, le fond de la vallée ressemblait à un tapis de bombes. Mais elle n'avait pas fini. Le A-10 remonta la vallée comme une fusée. Evans dressant l'avion sur sa queue, grimpant presque à la verticale, utilisant tout cet élan pour gagner de l'altitude pour le prochain passage. Au sommet de la montée, elle fit un tonneau, inspectant les dégâts. 18 véhicules en feu, peut-être 20 autres essayant de se disperser. Et les sites SAM sur les crêtes se réveillaient enfin. Des signaux radars peignaient son avion. Les batteries de missiles s'orientaient vers la menace qu'ils avaient enfin identifiée. « Allez, venez alors !» marmonna Evans en basculant dans sa prochaine attaque. Les sites SAM tirèrent les premiers. Elle les vit. 4 missiles quittant les rails depuis 2 positions différentes. Leurs moteurs fusées brillant contre le matin gris. C'étaient des systèmes SA-8 GECO, du vieux matériel soviétique, mais toujours mortels s'ils touchaient. Evans n'allait pas les laisser toucher. Elle bascula le A-10 dans un split-S, tirant le nez vers le bas et replongeant dans la vallée, utilisant le terrain pour briser le verrouillage radar du missile. En même temps, elle lâcha des paillettes et des leurres thermiques, l'avion crachant des nuages de matériaux réflecteurs radar et des leurres infrarouges flamboyants. Le premier missile perdit le verrouillage, vola bêtement et percuta la paroi de la vallée dans une boule de feu qui secoua le A-10 même à un demi-mile de distance. Le deuxième missile a suivi dans la vallée, traquant à travers les paillettes, son chercheur radar verrouillé sur le plus gros retour dans le ciel. Evans attendit qu'il soit à 3 secondes de l'impact. Puis elle vira à 90 degrés et tira fort, perdant de l'énergie dans le virage, le missile incapable d'égaler le rayon de virage à sa vitesse plus lente. Il passa devant, la fusée de proximité explosant à 20 mètres. L'onde de choc martela le A-10, les éclats criblant le fuselage blindé avec des bruits métalliques qui ressemblaient à de la grêle sur un toit en tôle. Des voyants d'avertissement s'allumèrent sur son tableau de bord, la pression hydraulique chutant dans le système secondaire. Elle pouvait sentir le manche devenir plus lourd, les surfaces de contrôle répondant lentement. Le A-10 avait des commandes de vol à triple redondance spécifiquement pour ce scénario. Prendre des coups et continuer à se battre. 2 missiles vaincus, 2 autres en approche. Elle descendit plus bas, à 200 pieds. Les parois de la vallée défilaient devant ces bouts d'ailes si près qu'elle pouvait voir les rochers individuels. À cette altitude, la portée minimale d'engagement des missiles devenait un problème pour eux. Ils ne pouvaient pas manœuvrer efficacement. Leur surface de contrôle était au maximum pour essayer d'égaler son vol en suivi de terrain. Le troisième missile ne put pas tenir le virage, dépassa et explosa contre la paroi de la vallée derrière, elle dans une cascade de roches et de feu. Le quatrième missile était plus intelligent ou plus chanceux. Il resta verrouillé, traquant chacun de ses mouvements, réduisant la distance avec une précision implacable. Evans fit des crochets brusques à gauche, puis à droite, puis à gauche encore, se rendant impossible à cibler. Le missile essayait de suivre, mais brûlait de l'énergie à chaque correction. Elle pouvait le voir dans son rétroviseur, une traînée blanche se rapprochant, l'ogive qui déchirerait son avion s'il touchait.
À la dernière seconde possible, elle tira dans un virage ascensionnel violent. Les moteurs dus à dissurlant à pleine puissance militaire, la cellule tremblant sous le stress qui aurait déchiré des avions moindres. Le missile essaya de suivre, essaya d'égaler le changement soudain de vecteur, mais la physique était invaincue. Il ne put pas tirer les jets requis, passa sous son ventre à quelques mètres et explosa devant sa position. L'onde de choc frappa le A-10 comme un mur physique. Evans sentit l'avion piquer violemment du nez, l'altitude s'effondrant en quelques secondes, plus de voyants d'avertissement, alerte incendie sur le moteur 2, pannes hydrauliques multiples, système électrique vacillant, le cockpit rempli de fumée et l'odeur âcre de l'isolant brûlé. Elle se battit avec les commandes, remettant l'avion à plat, arrêtant le moteur endommagé avant qu'il ne s'enflamme complètement, parcourant les procédures d'urgence avec le genre de mémoire musculaire qui venait de centaines d'heures en simulateur à pratiquer exactement ce scénario. Le A-10 continuait de voler, à peine, lentement, mais il volait. 4 missiles vaincus, valaient libres de menaces actives. Il était temps de finir le travail. Evans regarda la colonne à travers la brume de fumée dans son cockpit. Les chars restants se séparaient en 3 groupes. 5 véhicules fonçant vers la sortie de la vallée. 4 essayant de trouver des positions défensives parmi les rochers et 3 qui s'étaient simplement arrêtés. Leurs équipages débattaient probablement de savoir si rester dans les véhicules ou courir à pied leur donnait de meilleures chances de survie. Elle décida de répondre à cette question pour eux, basculant dans un autre passage au canon. Malgré l'avion endommagé, Evans s'aligna sur les 5 chars en fuite. Ils se déplaçaient à peut-être 40 km par heure, fonçant le long du fond de la vallée en file indienne, se dirigeant vers la couverture de défense aérienne qui représentait la sécurité. Elle leur donna le canon directement par derrière. Le GAU-8 rugissant une fois de plus, les obus chassant les véhicules en fuite comme la mort ailée. Le compartiment moteur du premier char explosa. Le véhicule dérapa de côté et bloqua l'étroite vallée. Le deuxième char essaya de contourner, heurta l'épave, perdit une chenille et s'immobilisa. Les 3 restants essayèrent de reculer, faisant marche arrière frénétiquement. Evans inversa son virage, revint et tira des rafales sur les 5 depuis un angle oblique qui permettait à ses obus de pénétrer le blindage latéral plus fin. Les 5 prirent feu en 10 secondes. Leurs équipages s'échappant dans la zone de mort, courant vers un abri qui n'existait pas. Elle vit de l'infanterie s'extraire des APC en feu, des soldats portant des missiles tirés à l'épaule, des mampades qui pouvaient abattre un avion s'ils obtenaient un verrouillage. Une demi-douzaine d'hommes se dispersaient pour essayer d'établir des positions de tir, armes traquant son avion. Evans ne leur laissa pas le temps de s'installer. Elle revint dans un virage serré qui fit gémir le A-10 endommagé, descendit à 50 pieds au-dessus du fond de la vallée et ouvrit le feu avec le GAU-8 sur les positions d'infanterie. Les obus de 30 mm ne tuaient pas seulement des soldats individuels. Ils créaient une zone de destruction battue qui éliminait des escouades entières en quelques secondes. La roche et la terre éruptèrent en panache massif. Les obus explosifs détonnant à l'impact, les éclats fauchant quiconque était assez malchanceux pour être découvert. La menace d'infanterie s'évapora, littéralement. Un instant, il y avait des soldats s'installant pour lui tirer dessus. L'instant d'après, il n'y avait que de la fumée et un sol cratérisé. 23 chars détruits, 12 restants. Les 4 chars qui étaient passés en défensive s'étaient cachés derrière des rochers, les tourelles tournant pour suivre son avion, les canons principaux s'élevant. Ils allaient essayer de lui tirer dessus avec leurs canons de 125 mm faible probabilité de toucher un avion, mais s'ils touchaient, un seul obus suffirait. Evans ne leur donna pas cette chance. Elle surgit au-dessus de la ligne de crête, leur donnant une cible pendant exactement 2 secondes. Assez longtemps pour qu'ils visent, pas assez longtemps pour tirer. 4 tourelles pivotèrent vers sa position. Elle pouvait voir les canons la suivre, les commandants faisant des calculs de distance, les tireurs ajustant les réticules sur son avion. Elle redescendit sous la crête avant qu'il ne puisse tirer, contourna la paroi de la vallée à grande vitesse et émergea d'un angle qui ne couvrait pas. Les positions défensives qui avaient été parfaites pour couvrir le fond de la vallée étaient complètement exposées à son attaque de flanc. Le GAU, lui parla à nouveau et 4 autres chars devinrent des bûchers funéraires. Les obus arrivèrent par le côté, trouvèrent le stockage de munitions et transformèrent les véhicules blindés en cocottes-minutes qui évacuèrent leur contenu vers le ciel dans des explosions spectaculaires. Une tourelle vola à près de 100 pieds dans les airs, tournoyant avant de s'écraser au sol. 27 chars détruits, 8 restants. Mais la conscience situationnelle d'Evans lui hurlait dessus. Quelque chose n'allait pas. La vallée était trop calme. Soudain, les chars restants ne bougeaient pas, ne tiraient pas, ne faisaient rien.
Ils restaient juste là comme s'ils attendaient quelque chose. Puis elle le vit. Mouvement sur la ligne de crête. Pas des SAM. Pire, des canons antiaériens mobiles, des systèmes ZSU 23-4 Shilka, des canons à tir rapide à 4 tubes qui pouvaient dresser un mur de plomb que rien ne pouvait traverser. Ils avaient été cachés sous des filets de camouflage, attendant exactement ce moment où un avion était engagé dans une passe d'attaque et ne pouvait pas facilement se désengager. Les Shilka ouvrirent le feu simultanément. Les 4 systèmes traquant son avion, leurs canons guidés par radar débitant un total combiné de 16 000 coups par minute. Le ciel se remplit de traçantes, un filet de mort incandescent qui transforma l'espace aérien en un mixeur. Evans vit les traçantes arriver et fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle monta, pas progressivement, pas dans une montée douce, mais dans un cabré violent qui mit le A-10 presque à la verticale. Moteur à puissance maximale, grimpant comme une fusée pour passer au-dessus de l'enveloppe de tir. Les Shilka suivirent vers le haut, leurs canons s'élevant, les traçantes suivant sa montée. Elle pouvait entendre les impacts, les balles frappant son avion, perçant les zones non critiques, trouvant des failles dans le blindage, plus de voyants d'avertissement, plus de systèmes défaillants. Le A-10 se faisait déchiqueter par 4 Shilka en colère, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire à part continuer de grimper et espérer qu'elle dépasse leur angle d'élévation maximum avant qu'il ne porte un coup critique. À 8000 pieds, elle passa sur le dos et tira, redescendant dans un split-test qui la plaça du côté opposé de la vallée par rapport aux Shilka. Les canons antiaériens essayèrent de la suivre, mais elle se déplaçait trop vite, déjà en train d'accélérer dans le piqué, accumulant de l'énergie pour la suite. Elle avait 2 Mavericks restants. Elle les utilisa tous les 2 sur les positions de Shilka, tirant à portée maximale, regardant les missiles filer à travers la vallée et exploser parmi les canons antiaériens. 2 Shilka détruits sur le coup. Un 3e endommagé, son radeau arraché, canon silencieux. Le 4e était toujours opérationnel, toujours en train de traquer, toujours en train de tirer. Evans pointa son nez dessus et lui donna le canon à 1 mille de distance, balayant la ligne de crête jusqu'à ce que les obus à l'uranium appauvri trouvent le Shilka et le déchirent. Les munitions dans ces magasins explosèrent dans une explosion secondaire qui ressemblait à un feu d'artifice. Défense aérienne supprimée. Valait vraiment dégager maintenant. Il était temps de finir les chars restants. Le dernier groupe, 3 chars qui s'étaient arrêtés, se mit soudainement en mouvement. Leur commandant prenant la décision de courir plutôt que de se battre. Décision intelligente, mais trop tardive. Evans avait l'avantage de l'altitude et de l'énergie, et ils étaient à découvert sans défense aérienne pour les protéger. Elle passa sur le dos, tira pour pointer son nez vers le sol, et plongea presque à la verticale. Le A-10 accéléra au-delà de 400 nœuds. La cellule endommagée protestant, mais tenant bon parce que Fairchild République l'avait construite pour encaisser une punition incroyable. À 1000 pieds, elle ouvrit le feu. Le viseur centré sur le char de tête. Les obus à l'uranium appauvri du GAU y plurent comme des météores, chacun frappant avec une énergie cinétique qui transformait le blindage en confetti. Le char de tête explosa. Le 2e char essaya de faire une embardée, prit des obus dans le pont moteur et prit feu. Le 3e char tenta d'accélérer pour essayer de distancer la mort tombant d'en haut. Il ne put pas. Evans balaya son tir sur sa trajectoire, les obus impactant sur et autour du véhicule, jusqu'à ce que l'un d'eux trouve le point critique, probablement le compartiment à munitions, et le char se disloqua dans une détonation si violente qu'elle laissa un cratère dans le fond de la vallée. 30 chars détruits, 5 restants. Mais son canon était devenu silencieux, le compteur de munitions affichant 0. Elle avait tiré plus de 1100 obus de 30 mm, épuisant l'énorme magasin qui alimentait le GAU-8. Les 5 chars restants étaient dispersés dans la vallée et elle n'avait plus de canon pour les engager. Elle n'avait plus de Maverick non plus. Winchester sur tous les systèmes offensifs. Elle était un chasseur sans armes excepté une, l'avion lui-même et sa capacité à manipuler la psychologie ennemie. Les chars restant tentés de s'enfuir, fonçant vers la sortie de la vallée en formation désespérée. Evans calcula les angles, les distances, les vitesses. Elle avait peut-être 90 secondes avant qu'il n'atteigne la sécurité. Elle pointa le A-10 sur le char de tête et passa à la puissance militaire maximale sur son moteur restant. L'avion accéléra, plongeant vers le véhicule en fuite. Evans s'alignant comme si elle allait mitrailler, sauf qu'elle n'avait plus de munitions pour mitrailler. Le commandant du char a dû la voir venir. Il a dû penser qu'il était sur le point d'être déchiqueté par le canon parce que le véhicule fit une embardée brutale à gauche pour essayer d'éviter. Le conducteur corrigea trop fort.
Le char dérapa de côté à grande vitesse sur un terrain meuble et à 40 km/h avec 50 tonnes d'élan. Le véhicule se retourna, roula simplement comme un jouet, écrasant sa propre tourelle, piégeant son équipage à l'intérieur de la coque inversée. 31 chars détruits, un immobilisé par intimidation. 3 restants. Evans remonta de sa fausse attaque et bascula immédiatement dans un autre piqué vers le deuxième char. Même tactique, leur faire croire qu'elle était sur le point de tirer, forcer une manœuvre d'évasion sur un terrain qui ne pouvait pas la supporter. Le conducteur du deuxième char la vit venir et écrasa les freins, essayant de s'arrêter plutôt que de manœuvrer. Mauvaise décision. Le char derrière lui ne put pas s'arrêter à temps, percuta son arrière à pleine vitesse. Les deux véhicules s'en mêlèrent dans une collision qui fit sauter les chenilles, bloqua les tourelles et les laissa immobilisés au milieu de la vallée. 2 chars de plus effectivement, détruits sans tirer à un coup de feu. 33 chars détruits ou immobilisés. 2 restants. Les 2 derniers chars eurent la sagesse de s'arrêter complètement. Leur commandant reconnaissant que les manœuvres d'évasion étaient plus dangereuses que l'avion qui n'avait apparemment plus de munitions. Ils restèrent immobiles, espérant qu'elle partirait, espérant que l'avion endommagé tomberait en panne de carburant ou s'écraserait, en essayant de faire une autre passe. Evans avait d'autres idées. Elle tourna au-dessus, évaluant les options. Pas d'armes, avion endommagé, carburant limité, 2 chars qui étaient maintenant stationnaires et conscients qu'elle ne pouvait pas les blesser directement. Mais elle avait un dernier tour. Sa radio et les fréquences de coordination d'appui-feu. Paladin 6, ici Gostin 1. Demande mission de tir immédiate. À vous. Le commandant du bataillon d'artillerie répondit instantanément. Gostin 1, Paladin 6. Envoyé. Terminé. Evans lut les coordonnées avec la précision d'un observateur avancé qui avait passé des années à s'entraîner exactement pour ce scénario. Elle ajusta le tir, guida les obus d'artillerie sur la cible, parla au canon pour les corrections avec une efficacité professionnelle calme malgré le pilotage d'un avion estropié à travers un espace aérien hostile. 30 secondes plus tard, des obus d'obusier de 155 mm commencèrent à atterrir dans la vallée. La première salve encadra les 2 chars, des explosions éruptant en panache massif de terre et de fumée. Evans appela les corrections. La deuxième salve atterrit plus près. La troisième salve fut des coups au but direct. Les 2 chars prirent feu alors que les obus explosifs trouvaient les points faibles de leur blindage supérieur. Les équipages essayèrent de s'extraire, mais l'artillerie continuait de tomber. Le fond de la vallée devenant un paysage lunaire de cratères et d'éclats. Un équipage réussit à sortir de son véhicule en feu et essaya de courir pour se mettre à l'abri. Evans appela une dernière correction et la salle d'artillerie suivante atterrit directement sur leur position. Quand la fumée se dissipa, rien ne bougeait. 35 chars détruits. Mission accomplie. 100% d'efficacité. Evans cessa le feu, confirma que les forces terrestres avançaient pour sécuriser la vallée et tourna son avion endommagé vers la maison. Le A-10 volait en sursis. Un moteur, commande dégradée, multiples systèmes en panne. Mais il volait toujours, répondait toujours à ses entrées, faisait toujours ce que Fairchild Republic l'avait conçu pour faire. Prendre des coups et ramener le pilote à la maison. Le vol de retour prit 23 minutes qui semblèrent durer des heures. La météo avait empiré. Visibilité proche de 0. Le vent ballottant l'avion endommagé. Evans volait aux instruments et à la volonté, cajolant la performance de système qui aurait dû lâcher complètement, soignant le Warthog à travers des conditions qui auraient cloué au sol des avions en meilleure santé. Elle dut voler manuellement tout le long. Les ordinateurs de vol buguaient à cause des dommages électriques. Le pilote automatique était inopérant. Même le système de trim fonctionnait à peine. Chaque entrée de commande devait être précise. Chaque ajustement calculé pour tenir compte de la poussée asymétrique due au fait de n'avoir qu'un seul moteur et de la traînée de la section de queue endommagée. C'était comme piloter un camion avec 3 pneus crevés à travers un ouragan. Mais elle le fit marcher. Fit de minuscules corrections toutes les quelques secondes pour garder l'avion stable. Compensa l'aérodynamique endommagée en ajustant sa vitesse et son angle d'attaque. Géra son carburant soigneusement, sachant qu'elle avait peut-être 10 minutes de réserve et que la base était encore à 15 minutes à sa vitesse actuelle. Elle fit le calcul dans sa tête, calcula qu'elle pouvait grappiller la distance supplémentaire si elle montait à une altitude plus efficace et appauvrit le mélange sur son moteur restant pour une économie de carburant maximale. La montée fut douloureusement lente avec un moteur et des dommages de combat, mais elle atteignit 12 000 pieds où l'air plus fin nécessitait moins de carburant pour maintenir le vol. La jauge de carburant continuait de baisser. 90 gallons,
80, 70. Elle aurait besoin d'au moins 40 pour exécuter un tour de piste sur 65 gallons quand elle vit enfin sa base à travers une trouée dans les nuages. Assez proche. Elle déclara l'urgence pour la deuxième fois ce matin-là, fut autorisée pour un atterrissage immédiat, commença sa descente à travers une météo qui essayait activement de la tuer une fois de plus. De la glace se forma sur ses ailes alors qu'elle descendait à travers des couches givrantes. Le moteur unique octa une fois, 2 fois, tourna mal pendant 10 secondes terrifiantes avant de se stabiliser. Evans parlait à l'avion comme si c'était un être vivant. « Allez, ma belle, juste un peu plus loin. Tu m'as amené jusqu'ici. Ne me lâche pas maintenant. » Le Warthog répondit, le moteur retrouvant son rythme, les commandes devenant légèrement plus réactives alors qu'elle descendait dans un air plus chaud où la glace se sublimait de la cellule. 5 miles de la base, 3 miles, 1 mile. La piste apparut à travers la brume. Véhicules d'urgence bordant les deux côtés. Camions de pompiers et ambulances prêts pour le pire. Evans configura pour l'atterrissage. Train sorti, volet sorti, acceptant la traînée supplémentaire car elle avait besoin de la vitesse d'approche plus basse avec ses commandes de vol endommagées. L'atterrissage fut plus dur qu'elle ne l'aurait aimé. Elle toucha la piste avec plus de force qui n'était idéale. Le train d'atterrissage restant prenant l'impact avec un gémissement qu'elle sentit à travers toute la cellule, mais le train tint bon. Les pneus n'éclatèrent pas et elle était au sol en sécurité, roulant sur la ligne centrale avec les véhicules d'urgence suivant sa progression. Elle roula jusqu'à la zone de maintenance où le chef d'équipe et son équipe attendaient. Quand elle coupa enfin le moteur restant et que le bruit s'arrêta, quand tout devint silencieux à l'exception du craquement du métal qui refroidissait et du goutte à goutte des fluides qui fuyaient, Evans resta assise là un long moment. Ses mains tremblaient maintenant que l'adrénaline s'estompait. Maintenant que le danger immédiat était passé, son corps se souvenait qu'elle venait de passer plus d'1 heure en péril mortel à piloter un avion progressivement plus endommagé à travers un combat qui aurait dû la tuer plusieurs fois. Mais elle avait survécu. Le A-10 avait survécu. La mission était complète. Elle sortit du cockpit sur des jambes qui semblaient en caoutchouc, accepta la main stabilisatrice du chef d'équipe quand elle faillit trébucher sur l'échelle. Elle se tint sur la terre ferme pour la première fois depuis plus de 90 minutes et regarda l'avion qui l'avait ramenée à la maison. Les dégâts étaient considérables. Le chef d'équipe et son équipe marchaient autour du Warthog avec des expressions qui allaient du choc à l'admiration professionnelle. Ils comptèrent les trous, plus de 70 perforations, dans la cellule due aux tirs antiaériens. Le stabilisateur vertical était à moitié parti, arraché par la fragmentation d'un missile. Le moteur 2 était une perte totale. Le carter troué à plusieurs endroits. Les aubes de turbines visibles à travers les dommages causés par les éclats. Les conduits hydrauliques étaient sectionnés. Les conduits électriques étaient exposés. Le ventre de l'avion était roussi par le feu moteur qu'elle avait supprimé en vol. « Madame, dit finalement le chef d'équipe, je ne sais pas comment vous avez ramené ce truc en volant. De toute justice, il devrait être éparpillé dans cette vallée en morceaux. » Evans regarda le Warthog malmené, l'avion qui avait encaissé tout ce que l'ennemi pouvait lui lancer et avait quand même terminé la mission. Elle est construite pour ça. C'est tout l'intérêt du A-10. Prendre les coups, continuer à se battre, ramener le pilote à la maison. Aujourd'hui, elle a fait exactement ça. Nous allons avoir besoin d'au moins 2 semaines pour la rendre de nouveau apte au vol, dit le chef, prenant déjà des notes sur sa tablette. Peut-être plus, selon ce que nous trouverons quand nous commencerons à démonter les systèmes. C'est le plus de dommages de combat que j'ai jamais vu sur un avion qui volait encore. Prenez votre temps, répondit Evans. Faites-le bien. Elle l'a mérité. Le débriefing dura des heures. Le renseignement voulait chaque détail de l'engagement, l'emploi des armes, l'évaluation des cibles, l'infliction des dommages, les capacités ennemies. Le colonel Master voulait comprendre comment elle avait surmonté les obstacles qui avaient vaincu les tentatives précédentes. Les autres pilotes voulaient apprendre de ses tactiques pour comprendre comment elle avait poussé le A-10 à ses limites absolues et survécu. Evans les guida à travers tout avec une précision professionnelle. Elle décrivit l'approche à basse altitude à travers la météo qui se détériorait. Les frappes initiales de Maverick qui avaient pris la colonne par surprise. Les passes au canon qui avaient détruit la majeure partie des blindés. L'évasion des SAM qui lui avaient sauvé la vie plusieurs fois. L'engagement avec les Shilka qui avaient failli l'abattre, la guerre psychologique qu'elle avait employée quand ses munitions s'étaient épuisées, la coordination de l'artillerie qui avait fini les 2 derniers chars. Au moment où elle finit, chaque pilote dans la salle comprit que ce qu'elle avait fait n'était pas téméraire ou chanceux.
C'était le produit d'années d'entraînement combiné à une connaissance intime des capacités de son avion, une flexibilité tactique lorsque la situation changeait et une détermination absolue à accomplir la mission quels que soient les obstacles. 35 chars, 10 masters quand le débriefing officiel se termina et qu'il ne restait plus que 2. Chacun 2 détruits ou capturés. Mission solo, météo impossible, lourde défense aérienne, et vous avez ramené l'avion malgré des dommages de combat qui auraient dû être fatals. Le A-10 m'a ramené, monsieur. Corrigea Evans. Je n'ai fait que piloter. L'avion a fait le gros du travail. C'est pour ça qu'il a été conçu. Survivre à des conditions qui tueraient d'autres avions, accomplir des missions que d'autres plateformes ne peuvent pas, et ramener le pilote vivant à la maison. Master sourit. Vous savez qu'ils vont étudier cette mission pendant des décennies. Vous venez de prouver ce qui est possible quand la compétence rencontre la détermination et le bon avion. Evans hocha la tête, trop fatigué pour être modeste. Bien. Peut-être que la prochaine fois que le commandement dira que quelque chose est impossible, ils se souviendront qu'impossible signifie simplement qu'il faut envoyer un A-10. Elle se leva pour partir, l'épuisement la submergeant enfin, prête pour le repos obligatoire de l'équipage qui lui permettrait de récupérer des 90 minutes les plus intenses de sa vie. Capitaine Evans, dit Master alors qu'elle atteignait la porte. Vous avez sauvé beaucoup de troupes au sol aujourd'hui. Cette colonne se dirigeait vers nos positions avancées. Sans vous pour les arrêter, nous aurions affronté ces 35 chars en combat direct demain. Vous avez empêché des pertes que nous ne pouvons même pas calculer. Ça compte. Evans s'autorisa un petit sourire. Merci, monsieur. C'est pour ça qu'on vole. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Pour que quand la mission impossible arrive, nous soyons prêts à la rendre possible. Elle sortit dans la soirée. Elle avait été en débriefing si longtemps que le jour avait laissé place au crépuscule, se dirigeant vers les quartiers de l'équipage et le sommeil qui viendrait au moment où sa tête toucherait l'oreiller. Derrière elle, le Warthog reposait dans sa baie de maintenance, entouré de techniciens qui commençaient déjà le travail minutieux de le ramener au statut opérationnel complet. L'avion avait fait ses preuves une fois de plus, avait démontré pourquoi le A-10 restait pertinent des décennies après son introduction. Pourquoi les pilotes qui le volaient développaient une dévotion presque religieuse envers ses capacités. Pourquoi les ennemis craignaient sa forme distinctive et le canon dévastateur qu'il portait. Le commandement avait dit qu'aucun pilote ne pouvait frapper cette colonne dans ces conditions. Ils avaient pensé à l'évaluation des risques, à la probabilité de survie, à toutes les raisons d'abandonner avant de s'engager dans une mission impossible. Mais ils avaient oublié que certains pilotes ne calculaient pas le risque de la même manière. Certains pilotes regardaient les missions impossibles et voyaient des problèmes à résoudre par une compétence supérieure, de meilleures tactiques et un refus d'accepter la défaite. Certains pilotes volaient sur un avion qui était spécifiquement conçu pour réussir dans des conditions qui cloueraient tout le reste au sol. Le capitaine Willow Evans était ce genre de pilote. Le A-10 était ce genre d'avion. Ensemble, ils avaient prouvé qu'impossible était juste un mot que les gens utilisaient avant que quelqu'un ne leur montre à quoi ressemblait une capacité déterminée en action. 35 chars détruits. Mission complète. 0 char n'a atteint son objectif. Force terrestre sauvée. Victoire stratégique remportée. Juste un autre jour dans la vie d'un pilote de A-10. La méthode Warthog. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour plus de récits inspirants de courage.